Vous ne pouvez pas être ce que vous ne pouvez pas voir. Si je n'avais jamais vu un moine, je n'aurais jamais voulu être un moine. Exposez-vous à de nouvelles choses quotidiennement si vous n'êtes pas satisfait de votre vie actuelle. Je ne suis pas ce que je pense que je suis. Je ne suis pas ce que vous pensez que je suis. Je suis ce que je pense que vous pensez que je suis. Shakespeare disait « être ou ne pas être, là est la question ». Et Osho a répondu à ça, bien plus tard, c'est pas du tout ça la question. Dans cet épisode avec Jay Shetty, vous allez découvrir un nombre incalculable de points théoriques et pratiques. Il faut savoir que Jay Shetty, il a passé une partie de sa vie en tant que moine. Il a été aussi hyper inspiré par tout ce qui est entrepreneuriat. Du coup, on va vraiment avoir une combinaison intéressante de sagesse et connaissance, ce qui nous permettra d'avoir un bon équilibre. Et en plus, à la fin de la vidéo, vous allez découvrir les 4 points qui vous permettront de découvrir votre but de vie. Ou en tout cas, vous en rapprocher. C'est parti. J'ai été très chanceux d'avoir très tôt commencé à expérimenter les choses qui m'importaient. Parfois, ça m'a apporté beaucoup d'ennuis. Ce que les gens ne savent pas à propos de moi, c'est que j'ai été exclu de l'école 3 fois pour avoir essayé toutes sortes de choses. Genre des choses que les gens n'imagineraient jamais de quelqu'un qui finit par devenir un moine. J'ai expérimenté toutes les drogues du monde. J'avais plusieurs relations amoureuses. J'essayais vraiment de chercher une sorte de sens, d'épanouissement. Et depuis aussi longtemps que je puisse m'en rappeler, j'ai poursuivi le frisson. J'accorde vraiment de l'importance au frisson. Et se sentir comme si... Ouais, je sais, peu de personnes le voient. C'est très différent. De 14 à 18 ans, j'étais genre ce gamin qui voulait juste essayer de nouvelles choses. Et la rhétorique de mes parents était toujours, assure-toi d'obtenir de bonnes notes. Et avant, je pensais, si je peux être mauvais et obtenir de bonnes notes, alors tout fonctionne, tu vois, tout le monde est content. Donc c'est en quelque sorte ce que j'ai fait. Et à 18 ans, j'ai été très chanceux lorsque j'ai rencontré un moine. Et ce moine était invité pour parler. Et j'y suis allé juste parce que l'un de mes amis m'a forcé. À cette époque, j'écoutais des directeurs et des entrepreneurs, des personnes d'affaires et des marketeurs auxquels je pensais que j'aspirais à ressembler. Et puis j'entends ce moine. Et il m'a captivé comme personne ne m'avait jamais captivé avant. C'était comme regarder fixement la plus belle femme de la planète. Vous savez, j'étais complètement fixé sur lui. Et son message. C'était le début de ce qui m'a vraiment changé. Parce que je suis parti en tant que quelqu'un qui voulait toutes ces choses, seulement pour devenir un succès. Et en essayant. Mais je commençais à entendre ma propre voix intérieure, bien plus, dans tout ce bruit que j'avais autour de moi. Je me souviens de mes parents avaient un tuteur de maths pour moi, parce qu'ils voulaient que je sois extraordinaire en maths. Et j'étais plutôt bon avec les nombres. Et j'avais ce tuteur et il me disait « La raison pour laquelle tu as des difficultés avec la question suivante, c'est parce que tu es toujours inquiet de ce que tes parents pensent. » Et ça, c'est vraiment resté dans ma tête. J'étais comme « Waouh, donc aussi longtemps que je suis piégé par ce que mes parents pensent, je ne peux en fait jamais trouver les réponses aux vraies questions de la vie. » Et ensuite, rencontrer le moine a en quelque sorte rendu ce changement possible. Et comme je l'ai dit, il était complètement captivant. Et ensuite, j'ai découvert qu'il avait abandonné des jobs à Google et Microsoft pour être un moine. Et j'ai pensé en moi-même, mais qui fait ça? Vous savez, il a abandonné tout ce que je suis en train de poursuivre. Et que tous mes amis poursuivent. Mais il a l'air plus heureux que n'importe qui que j'ai rencontré auparavant. Et il a parlé de cet incroyable principe où il a dit que nous devrions planter des arbres sous l'ombre sous laquelle nous ne prévoyons pas de nous asseoir. Et il parlait de ce principe de sacrifice désintéressé. Et ça m'a en quelque sorte pénétré juste là, quand il a dit les mots « sacrifice désintéressé ». Pour la première fois dans ma vie, j'ai ressenti un frisson à propos de quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. J'ai pensé « Waouh, abandonnez tout ce que vous avez pour le service des autres. Ça sonne comme la meilleure chose que vous pourriez possiblement faire. » Et je ne sais pas pourquoi j'avais cette idée, parce que je n'étais pas un enfant spirituel en grandissant, je n'étais pas un enfant religieux en grandissant, je n'étais même pas un bon enfant en grandissant. J'étais juste un rebelle, un marginal qui essayait des choses, un expérimentateur, et je me considère toujours comme tel. Peu importe ce que vous faites, ne le faites pas pour vos parents. Ne le faites même pas pour vous-même. Faites-le. C'est un peu comme Bruce Lee qui dirait « Ne pense pas, ressens. » Faut savoir que faire pour faire, c'est pas quelque chose qui me plaît depuis longtemps. J'ai toujours été très orienté, objectif. Et du coup, j'avais besoin de raisons et de réponses au pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Sans ça, j'avais aucune motivation. Et c'est un chemin qui m'a permis d'avancer pendant un certain moment. Mais ensuite, toutes mes raisons devenaient de plus en plus illusoires. Parce que je me rendais compte que ces raisons, c'était pas vraiment des trucs qui étaient importants pour moi. Et que la plupart des choses que je pensais qui étaient importantes ne le sont pas. C'est un peu une forme de développement spirituel qui m'empêchait en fin de compte de continuer à me motiver de la façon dont je me motivais. Et pour moi, la plus grande motivation actuellement et la meilleure réponse au pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, c'est simplement parce que je le fais. Et
Si vous arrivez à en tirer du plaisir dans cette réponse et que ça vous suffit, ça veut dire que vous vous êtes intéressé au processus, plus que vous l'êtes par rapport aux bénéfices que vous allez obtenir en faisant ce processus. Et du coup, si vous êtes intéressé au processus, encore une fois, vous allez simplement être meilleur que la personne qui s'intéresse aux résultats qu'apporte le processus. Et donc, ce que j'ai commencé à faire, c'était des stages. Dans des entreprises, dans des firmes, dans des corporations, pensant que j'obtiendrais un emploi de diplômé par la suite. Et après, je passais le reste de mes vacances d'été en stage en Inde, vivant avec lui en tant que moine. Donc j'utilisais toutes mes vacances d'été et d'hiver pour juste passer du temps avec les moines. Et il m'a présenté 200 à 500 autres moines qui étaient juste comme lui, juste aussi intelligents, juste aussi brillants, abandonnant tout ce qu'ils avaient et utilisant toutes leurs compétences pour rendre le monde meilleur. Et souvent, le conseil que je donne aux gens aujourd'hui est faites un saut en avant dans le temps. Regardez-vous dans 10, 15, 20 ans et posez-vous la question, est-ce que c'est là que je veux être ? Si vous êtes dans une entreprise, regardez la personne qui est 20 ans devant vous et demandez-vous, est-ce que c'est là que je veux être ? Si vous êtes dans une start-up, regardez ce que les autres start-up ont accompli dans des rôles similaires et dites, est-ce que c'est là que je veux être ? Et si la réponse est non, alors vous devez trouver un nouveau chemin. Et pour moi, la réponse à ce moment, en observant, était non. Le chemin que mes parents, ou la société, ou l'université à laquelle j'allais, ou la communauté que j'avais, qui traçait un chemin pour moi, ça n'avait pas l'air d'être le chemin pour moi. Donc j'étais presque à la recherche d'une alternative, ou un nouveau chemin. J'étais juste tellement chanceux que ça s'est avéré être un chemin inspirant et puissant, en opposition à quelque chose qui aurait pu m'emmener sur la mauvaise route. Parce que ça aurait été possible aussi. Vous voyez, nous vivons dans des chambres d'écho. Nous sommes juste entourés des mêmes pensées. À quelle fréquence est-ce que vous tombez sur un moine ? Tu sais, ça n'arrive juste pas. Tu ne fais pas... Personne ne fait un dîner et dit « Oh oui, on a juste invité le moine. » Tu sais, d'une ville, comme le moine local. Personne ne fait ça. Et donc, on rencontre des gens qui sont juste comme nous, la plupart du temps. Et on parle de ça en business tout le temps. Si vous voulez être un milliardaire, passez du temps avec les milliardaires. Si vous voulez être un millionnaire, passez du temps avec les millionnaires. Si vous voulez être une tech startup, passez du temps avec, vous savez. C'est la rhétorique que l'on entend tout le temps. Mais si vous voulez trouver du sens et maîtriser l'esprit, il n'y a personne de meilleur qu'un moine pour maîtriser l'esprit. Donc, pour moi, la première étape est juste de vous ouvrir à de nouvelles expériences et de nouveaux modèles. Parce que la plupart d'entre nous ne pouvons pas nous voir dans les gens. Donc après, on essaye de s'intégrer dans les boîtes que l'on voit. Sachant que vous savez absolument tout ce que vous savez, mais vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Ça fait déjà mal au cerveau, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous ne vous exposez pas à de nouveaux contenus, par exemple, vous êtes sur YouTube, vous allumez YouTube, vous allez sur du contenu divertissant, si vous le faites à chaque fois, il y a de fortes chances que ça ne vous apporte pas beaucoup plus que ce que ça vous a apporté la dernière année. Par contre, si une fois vous vous dites, bon, j'ai fait pas mal de contenu divertissant, est-ce que j'essaie un contenu éducatif ? Par exemple, il y a des chances que cette fois-là vous apporte plus que les 10 dernières fois dans le divertissement. C'est un exemple. Et du coup, il faut comprendre qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et ça veut dire qu'il va falloir faire de nouvelles choses de façon presque aveugle. C'est-à-dire que vous allez prendre ce nouveau chemin, vous ne savez pas ce qu'il y a au bout du chemin. Mais vous le prenez parce que vous avez besoin de cette diversité, vous avez besoin de plus d'informations sur ce qui vous manque pour le trouver et pouvoir passer à l'étape suivante. Parce que dès que vous résolvez un problème, la solution crée le nouveau problème. Mais en gros, exposez-vous à de nouvelles choses quotidiennement si vous n'êtes pas satisfait de votre vie actuelle. Et je veux dire, il y a cette citation magnifique, et je l'ai dit partout. Et j'aurais aimé l'avoir écrite, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est d'un philosophe et écrivain appelé Cooley. Et il a dit qu'aujourd'hui, je ne suis pas ce que je pense que je suis. Je ne suis pas ce que vous pensez que je suis. Je suis ce que je pense que vous pensez que je suis. Et laissez ça vous couper le souffle juste un moment. C'est si puissant. Je ne suis pas ce que je pense que je suis. Je ne suis pas ce que vous pensez que je suis. Je suis ce que je pense que vous pensez que je suis. Donc nous vivons dans cette perception d'une perception de nous-mêmes. Par conséquent, mon identité est faite de ce que mes parents pensent que je devrais être. Mon identité est faite parce que ma faculté ou mon université pense que je devrais accomplir. Pendant que vous vivez dans cette bulle et cette chambre d'écho, arriver à ce que vous voulez vraiment faire est impossible. Parce que peut-être que ça ne correspond juste pas, et je pense que tellement de gens se sentent comme ça aujourd'hui, qu'ils ne correspondent pas au système d'éducation actuel, qu'ils ne correspondent pas aux 3 ou 4 ou 5 carrières que l'on vous enseigne qu'il existe. Donc, ce processus d'excavation de soi et d'actualisation demande en premier d'être exposé. Vous ne pouvez pas être ce que vous ne pouvez pas voir. Si je n'avais jamais vu un moine, je n'aurais jamais voulu être un moine. Si je ne rencontre jamais un milliardaire, je n'aurais pas envie d'en être un. Parce que je ne saurais pas ce que ça fait, je ne saurais pas à quoi ça ressemble, je ne saurais pas ce que ça demande.
Et je pense que c'est ça le plus gros challenge de notre société, que nous ne sommes pas exposés. Donc ça, c'est la première étape, être exposé à des expériences et des modèles uniques. La deuxième étape, c'est de trouver cette expérience ou ce modèle par lequel vous êtes passionné, exactement comme vous l'avez dit, le prendre sérieusement. Soyez leur ombre, suivez leur réseau avec eux, passez du temps avec eux, observez-les, même de loin. Ça demande cette observation, être addict à observer le style de vie de cette personne. Et ensuite, la troisième étape, c'est de dire oui ou non. Est-ce que ça fonctionne pour moi? Pas tout le monde qui va essayer de devenir un moine va se sentir comme je me sentais. Et c'est cool. Mais pas tout le monde ne va partir et suivre, filer un milliardaire et dire « c'est exactement ce style de vie que je veux ». Ils peuvent vouloir les résultats, mais est-ce qu'ils veulent vraiment le dur travail qui va avec? Et donc pour moi, c'est la troisième étape. C'est observer, se concentrer, suivre de près, se rapprocher aussi proche de ce processus de cet individu. Et après dire oui ou non. Est-ce que je veux ce processus? Pas est-ce que je veux ce résultat. Tout le monde veut être ce moine qui est totalement illuminé. Vous savez, qui peut marcher à travers, qui a une incroyable aura, vers laquelle les gens gravitent simplement. Mais lorsque vous réalisez qu'il doit se réveiller à 2h du matin chaque jour et dort à peu près 4 à 6 heures, vous êtes genre « Ah, vous savez, je ne veux pas le faire, ça ne me ressemble pas ». Donc selon la perspective d'un moine, le meilleur pouvoir est d'être au contrôle de soi. D'être capable d'entraîner l'esprit et l'énergie pour la concentrer exactement où vous le voulez et quand vous le voulez. Vous êtes complètement détaché et n'êtes pas découragé par les hauts et les bas extérieurs. Vous êtes capable de naviguer n'importe quoi qui semble dur, éprouvant, amusant, l'excitation, avec la même quantité, et être un contrepoids, et équilibré et de sang-froid, sans être trop excité dans le plaisir ou trop dépressif dans la douleur. Mais savoir comment naviguer chaque situation, pour moi c'est une grande force et un grand pouvoir. Parce que vous savez quand vous pouvez juste prendre une vue d'ensemble sur quelque chose. Vous savez quand vous devez vous approcher de quelque chose. Vous savez quand vous devez vous éloigner de quelque chose. Il y a une magnifique strophe dans le Bhagavad Gita qui dit que le détachement n'est pas que vous ne possédez rien. Le détachement, c'est que rien ne vous possède. Et je l'adore parce que pour moi, ça résume le détachement d'une manière dont il n'est habituellement pas expliqué. Habituellement, les gens voient le détachement comme être loin de tout. En fait, le meilleur détachement est d'être près de tout et ne pas laisser ces choses commencer à vous posséder. Et c'est le vrai pouvoir, c'est la vraie force. Combien de gens nous connaissons qui ont eu la célébrité et ensuite cette célébrité les a ruinés? Donc pour moi, cette définition du détachement est possible à pratiquer quand même dans le monde réel, plutôt que de dire « Oh, je vais avoir une vie très simple, je vais juste ne rien avoir dans la vie ». Être capable de surmonter l'ego, être capable de surmonter l'envie, être capable de surmonter la jalousie, être capable de surmonter le négatif de l'état compétitif. Il y a un état compétitif positif et il y a un état compétitif négatif. Aujourd'hui, quand les gens regardent sur Instagram ou Facebook ou YouTube, tout ce que vous regardez c'est « Oh, elle a autant de likes » ou « Il a autant de likes ». Elle s'est fiancée ou il s'est marié. Ou « Oh mon Dieu, regarde son corps » ou « Regarde ça ». Et c'est genre, ces choses nous détruisent à l'intérieur. L'envie, la jalousie, l'ego, l'avidité. D'être capable d'avoir assez de clarté pour vous purifier de ces choses. Ça va soulager les plus grosses anxiétés et dépressions de notre époque et les problèmes de santé mentale. Et nous savons ça. Nous savons ça parce que toutes les recherches sur la santé mentale aujourd'hui suggèrent que des choses comme l'isolement, la surexposition, nous pouvons maintenant avoir plus de consommation, de douleur en un jour à cause de ce à quoi nous sommes exposés que la douleur que nous aurions eue dans une vie entière. C'est énorme. Genre, c'est ridicule de penser qu'en un jour, à cause des médias et des réseaux sociaux, nous consommons plus de négatifs que nous le faisons dans une vie entière. Pour moi, être capable d'avoir du temps, de l'énergie, de la clarté, pour se concentrer sur la purification de soi, ça c'est la meilleure chose dans le fait d'être un moine. Il faut savoir que l'être humain est une machine. On est à la pointe de la biotechnologie. Donc là, j'ai un hardware et j'ai un software. Le software, on pourra dire que c'est ma conscience, ma mémoire, etc. qui est stocké dans le hardware. Jusque-là, je crois que c'est plutôt simple. Et l'idée, c'est qu'on est les êtres les plus sophistiqués. L'être humain n'a jamais créé quelque chose d'aussi sophistiqué et complexe que lui-même. Mais il passe sa vie à faire des trucs plus ou moins pas très sophistiqués. Comme passer sa vie sur les réseaux sociaux à comparer sa vie à celle des autres. Et je suis pas là vraiment pour critiquer le côté moral de le faire. Je suis plutôt là pour critiquer l'aspect malsain pour sa santé mentale et du coup physique par la suite de le faire. Par exemple, je swipe, tranquille, et là je télécharge dans mon cerveau une quantité plus ou moins infinie, ça dépend à quel point je swipe,
d'informations qui n'a aucune utilité pour cette machine incroyable. Et du coup, rappelez-vous que s'exposer à plus de choses sur Instagram, donc plus de posts et de vidéos sur Instagram, n'est pas équivalent à s'exposer à plus d'événements, de personnes et d'expériences dans la vie. Et plus important encore, respectez et rappelez-vous que votre corps, mais pas que votre corps, votre mental, ce que vous êtes, l'être humain, est la chose la plus incroyable jamais trouvée sur Terre. Même si vous êtes gros, même si vous êtes maigre, même si vous vous aimez pas. Vous n'avez pas besoin de vous aimer pour que ce soit la réalité. Donc comment est-ce que je trouve ma passion? Ma simple devise, qui est le modèle de Dharma, c'est aussi, Dharma veut dire devoir éternel dans la tradition védique. C'est très similaire à ce que dit Dikikai aujourd'hui, qui est la version japonaise de la raison d'être. Pourquoi vivons-nous? D'où vient le sens? Et il parle d'une intersection de 4 domaines. À quoi suis-je bon? Qu'est-ce que j'aime? De quoi le monde a-t-il besoin? Et comment je me fais payer pour ça? Pour moi, ces 4 vous aident à déverrouiller votre passion. Quand vous trouvez l'intersection à travers tous ces 4, votre passion devient votre but. Vous déverrouillez votre passion, vous trouverez votre but. Ça, c'est le chemin 1. Il y a 2 chemins. Chemin 1, je trouve mes compétences et je les engage pour aider d'autres personnes et m'améliorer. Donc, je m'améliore dans ce à quoi je suis bon et j'utilise ça pour aider d'autres personnes. Parce que je suis conscient de ce à quoi je suis bon. Je sais quelles connaissances j'ai, quelles compétences j'ai de la conscience de soi. L'autre chemin, que les gens manquent souvent, c'est que je commence juste à servir les gens, je commence juste à aider les gens. Et je commence à remarquer ce que j'aime à propos de ça. Et ce à quoi je suis bon lorsque j'aide les gens. Donc ça, c'est la partie de Gandhi. Gandhi a dit que vous vous trouvez quand vous vous perdez dans le service des autres. Donc pour moi, ceux-ci sont les 2 chemins de comment est-ce que je trouve ma passion, en trouvant l'intersection entre ces 4 domaines. Shakespeare disait « être ou ne pas être, là est la question ». Et Osho a répondu à ça, bien plus tard, « c'est pas du tout ça la question ». La question, il n'y a pas de question. C'est plutôt d'abord ne pas être pour ensuite pouvoir être. Parce que vous avez été programmé d'une certaine façon, vous pensez que vous êtes naturellement qui vous êtes maintenant, mais c'est faux. Vous êtes le résultat d'une programmation. Et si vous voulez vraiment découvrir votre propre nature, vos propres désirs, qui vous êtes réellement, il va falloir désapprendre pour ensuite apprendre à vous connaître. Et c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'en paraît. C'est même limite impossible. C'est comme essayer de regarder ses yeux avec ses yeux, sans miroir. Du coup, qu'est-ce qui va vous permettre de le faire? C'est justement de prendre un chemin pour lequel vous êtes prêt à tout perdre. Parce que si vous êtes prêt à tout perdre, il y a de grandes chances que ce que vous trouvez à l'arrivée, c'est qui vous êtes réellement. Parce que vous aurez perdu tout le superficiel que vous n'êtes pas. Et l'autre chemin, c'est le yoga et la méditation. Et ça, on pourra en parler plus en détail, mais je pense pas que ça va intéresser énormément de personnes sur la chaîne. Parce que je pense que le chemin avec une quête et d'être prêt à tout et tout perdre pour cette quête est un chemin qui parle à plus de personnes. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le laisser savoir dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Et moi, je vous dis au prochain épisode. Qui ici s'est déjà senti moche auparavant? À quel point? Je me souviens de la première fois où je me suis vraiment senti moche.